Bonjour, bonsoir, ici Charlie. Peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, bienvenue à vous. Un gros bienvenue à vous pour cette première édition de La Tête à Papineau, le podcast présenté par Bistro Brain. Vous le savez, notre mission à Bistro Brain, c'est avant tout d'échanger des connaissances puis de partager autour de la science. J'insiste, la science avec un S majuscule. Malheureusement, en ces temps difficiles, ce n'est pas vraiment possible pour nous de vous offrir physiquement nos activités habituelles, mais pas de panique. Surtout pas de panique. Si vous êtes en manque de votre dose de Bistro Brain, voici votre petite séance de rattrapage. Évidemment, vous me direz, ça prend pas la tête à Papineau d'animer cette émission, mais je pourrais pas le faire tout seul. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julie. Comment ça va, Julie? Ça va très bien, Charlie. Super, super. Super. Pleine forme pour cette première? En pleine forme pour cette première, j'ai vraiment super hâte de développer le podcast avec Bistro Brain et j'espère que tous ceux qui nous écoutent aussi. Good. Bon, on te retrouve pour la première partie. Sera avec nous également ce soir Alexis. Comment ça va? Oui, bonjour, bien sûr, ça va bien. En pleine forme, prêt, stressé, détendu? Un petit peu stressé, ça fait un sacré bail qu'on ait des activités avec Bistro Brain, mais je pense qu'on a un très beau projet devant nous. Good. Et notre invité ce soir, donc à chaque nouveau podcast, on recevra un ou une nouvelle invitée. Puis ce soir, on reçoit Liane. Allô Liane, Allô? ça va bien? Oui, merci, toi? Ouais, toujours. Et on te retrouvera pour la deuxième partie avec Alexis un petit peu plus tard. Parfait. Juste un petit conseil comme ça. Vous habituez pas trop à ma voix suave et délicate. C'est pas toujours moi qui serai à la présentation. On va peut-être tourner en cours de route. Bref, je m'égare un petit peu. Au programme ce soir, deux volets. Un premier sur un événement positif. Oui, j'ai fait une erreur et oui, cette erreur, elle est volontaire. Vous allez comprendre un petit peu pourquoi plus tard. Et pour continuer sur cette lancée, on va en apprendre dans un deuxième temps un petit peu plus sur notre invité. Sans plus attendre, on va commencer avec toi, Julie. Ok, alors Julie, de quoi tu as décidé de nous parler ce soir? Et ce soir, j'ai décidé de vous parler des prix Nobel de chimie qui ont été donnés récemment à deux femmes. Ok, donc peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec ça, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est un prix Nobel? Mais un prix Nobel, c'est des prix qui sont remis à différents scientifiques et à différentes personnes qui étudient en fait dans plein de domaines différents. Il y en a notamment en chimie, il y en a également en biologie. Je pense que les seuls qui n'existent pas, c'est ceux de mathématiques, si ma mémoire est bonne. Et donc c'est ça permet de reconnaître l'avancement scientifique de personnes qui ont réalisé des choses qui changent le monde finalement. Ok, ça fait longtemps qu'on donne ces récompenses-là, ces distinctions-là? Eh bien oui, parce que les prix Nobel, ils ont commencé en 1901. Donc c'est quand même vraiment... Il y a quoi? Il y a plus d'un siècle maintenant, il y a 120 ans. Donc c'est quand même vraiment vieux. Ok, donc ça commence à remonter qu'on récompense nos scientifiques en quelque sorte avec des distinctions qui leur permettent d'être reconnus par leur pairs. Exactement. Super. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ces deux femmes-là? Mais donc au final, ce prix Nobel de chimie, il a été donc donné à deux femmes qui sont Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. Emmanuelle Charpentier qui est française puis qui a fait une partie de ses études au Québec puisqu'il me semble qu'elle est diplômée de McGill. Elle a dû faire une partie de ses études à McGill. Et Ok. on a Jennifer Doudna qui est la deuxième femme avec qui elle a partagé ce prix Nobel Mhm. qui est biochimiste. Donc en fait, elles ont toutes les deux été co... elles ont reçu le prix conjointement en fait pour la Ok. découverte de CRISPR-Cas9 qui est une technologie qui a quand même révolutionné la biologie. Et donc elles sont respectivement microbiologistes pour Emmanuelle Charpentier et biochimistes pour Jennifer Doudna. Ok. CRISPR, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est que ça soit un petit peu Mais en plus clair fait, pour tout le monde. CRISPR-Cas9, ça a été un peu connu. Il y a pas très longtemps, ça a été médiatisé pour l'affaire des bébés, justement, CRISPR en Chine. C'est une technique qui permet d'aller éditer le génome. Donc, au final, c'est un peu comme si sur votre ordinateur, vous faisiez un CTRL-F pour rechercher, je sais pas, un mot quelconque, que vous trouviez ce mot, puis que au lieu de le supprimer, vous alliez le remplacer. Donc, vous pouvez soit le supprimer, en fait, soit le remplacer, et changer Ok. complètement la signification du mot. Et c'est à ça que sert CRISPR, en fait, mais dans le génome. Ok. Est-ce qu'on peut changer n'importe quoi dans le génome ou est-ce qu'on est quand même limité à certains aspects? Ben, on peut quand même, dans le génome, on peut changer n'importe quoi à partir du moment où tu sais quelle séquence, c'est-à-dire quelle suite d'acides nucléiques Mhm. compose ta séquence. À partir de ce moment-là, tu peux aller éditer n'importe quoi. Mais c'est quand même une technique assez précise par rapport à tout ce qu'on avait avant, qui était vraiment pas précis.
OK. Donc est-ce que dans l'absolu, on pourrait choisir et créer purement ce qui nous intéresse, éliminer tout ce qui nous intéresse pas, puis garder que un génome qui nous intéresse, ou faire de Beh, la oui et puis sélection totalement? c'est exactement ça qui a été plus ou moins fait, par, les scientifiques en Chine justement avec, l'affaire des bébés CRISPR puisqu'ils ont essayé d'éditer, les gènes responsables du VIH en fait pour faire en sorte OK. que ces bébés soient rendus invulnérables au VIH. De mémoire, il me semble que ça a pas été un succès total et évidemment, ça pose de grosses questions éthiques quand même derrière. Oui, évidemment, ouais. Je sais pas si tu connais le film Bienvenue à Gattaca, mais Oui, exactement c'est un ça. peu ça l'idée. Est-ce que c'est un risque, un danger qu'on s'en aille vers quelque chose comme ça, ou on choisit purement et simplement, le génome totalement d'un bébé à naître, par exemple, et qu'on puisse créer l'enfant qu'on veut, en quelque sorte? Beh, je pense que oui, là, ça pourrait vraiment devenir quelque chose en tout cas, c'est sûr que ce serait possible dans un futur, Mmh. à mon avis, pas si lointain. OK. C'est sûr que ce serait possible, mais ça reste qu'il va y avoir énormément de problèmes quand on va arriver à ce stade-là, puis à se poser vraiment ces questions-là. OK. On n'en est quand même pas encore là. Non, mais par Il y a contre, ce des qu'il faut progrès. savoir, c'est que CRISPR, c'est quand même utilisé dans certaines études cliniques actuellement pour, essayer de traiter notamment certaines maladies orphelines ou génétiques qui sont responsables de pas mal de décès. OK. Donc je pense qu'on a pas mal parlé de quels seraient les impacts, on va dire, de ces recherches-là pour demain. Puis, donc ces 2 femmes-là, c'est les sixième puis la septième femme à obtenir un prix Nobel. Est-ce que tu peux nous citer ou nous parler un petit peu des autres, des précédentes? Et bien, en fait, les précédentes, il y a eu notamment en fait, les 2 premières parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, les prix Nobel, ça a commencé en 1901, Mmh. donc ça fait 120 ans et en 120 ans, on peut remarquer qu'il y a quand même eu que 5 femmes, donc 6 Ouais. et 7 avec celle de cette année qui ont reçu ça et les 2 premières, ça a été, Marie Curie et sa fille, Mmh. donc qui ont été reconnues par ce prix-là. J'ai pas la liste, par exemple, de celles suivantes, mais c'était principalement ces 2-là qui ont été vraiment connues. Puis elles avaient reçu aussi le prix Nobel de chimie, si ma mémoire est bonne. OK. Et c'est ça. OK. Donc pourquoi au final si peu de femmes qui sont reconnues? Parce que ce que tu as dit, 120 ans, donc j'imagine il y a un prix Nobel qui est décerné chaque année, donc ça fait à peu de choses près 120 prix Nobel. Pourquoi seulement 6 à 7 femmes? Est-ce qu'il y a des raisons particulières à ça? Puis est-ce que c'est en train de changer actuellement? Bah, tu sais, je pense que les raisons à ça, c'est que principalement, à cette époque-là, en tout cas en 1900, les femmes en sciences, c'était quand même quelque chose de pas très répandu, Mmh. parce que la science était quand même beaucoup plus laissée aux hommes. OK. Donc ça doit être, je pense, la principale raison qui fait qu'il y a simplement eu, 6 ou 7 femmes à partir de cette année qui ont reçu un prix Nobel. Après, c'est sûr que c'est en train de changer. Je veux dire, on le voit dans tous les statistiques là, de toutes les branches de sciences en général, qu'il y a de plus Mmh. en plus de femmes qui vont aller s'impliquer là-dedans. Mais après, entre le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui s'y impliquent, puis qu'il y ait plus de femmes qui reçoivent un prix Nobel, je pense qu'il y a aussi un monde là. Pour l'instant, c'est peut-être encore mettons que c'est pas la chose la plus commune qui arrive, quoi. OK. Donc est-ce que cette nomination-là de 2 femmes, est-ce que ça porte un message positif pour l'avenir? Beh, complètement, puis c'est un peu ce qu'elles ont dit toutes les 2 quand elles ont été interviewées suite à cette nomination justement, c'est que effectivement c'est un message positif pour dire à toutes les femmes, puis à toutes les jeunes filles, aujourd'hui qu'elles peuvent finalement faire ce qu'elles veulent, pardon, puis qu'elles elles peuvent atterrir au plus haut niveau de n'importe quelle discipline, puis que c'est pas parce que, ce sont des femmes qu'elles vont être limitées dans leur choix de carrière et je pense que c'est un très beau message finalement à emporter, par rapport à cette nomination de prix Nobel là. Ouais, je suis d'accord. Il faut mettre en avant le travail de tout le monde. Donc, ouais, je suis d'accord. C'est vraiment une Exactement. bonne cause. Super. Ben, merci beaucoup, Julie. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez aimé le petit point sur, le prix Nobel de chimie. Merci. Et on passe maintenant pour la deuxième partie à Alexis. Je te laisse la parole. Oui, merci Charlie. Très intéressante comme chronique avec Julie. J'avais justement le goût de plugger là, la référence au film Bienvenue à Gattaca, sorti en 97, puis, avec Jude Law. C'est vraiment un très bon film pour ceux qui l'ont pas vu. Donc oui, mais aujourd'hui, comme tu nous l'as annoncé en début d'émission, on a Liane Audet qui est des nôtres, qui, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, est notre trésorière actuelle Bistro Brain. Donc bienvenue Liane. Allô, merci. Merci de m'avoir invité. Oui, donc c'est ça, le format des entrevues va être un peu pour s'intéresser aux personnes derrière la recherche. Vous savez, au 5 à 7, on a plutôt l'habitude de parler de recherche et ensuite des personnes. C'est un peu pour se familiariser avec
les aspirations et les cheminements de ces personnes-là qui sont passionnées par ce qu'elles font. Donc, première et grande question, Liane, parle-nous un peu de toi, s'il te plaît. Bien sûr, merci Alexis. Dans le fond, bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Liane Audet. Mon Dieu, ok, excusez, j'ai 26 ans. Je suis étudiante au doctorat en sciences infirmières à l'Université McGill à Montréal. Je commence ma 3e année. Mon projet focus sur les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Je vais en parler un peu plus tard dans l'entrevue. En contexte post-opératoire de chirurgie cardiaque. À part de ça, je suis impliquée dans Bistro Brain depuis environ 2 ans à titre de trésorière. C'était bien intéressant. Dans le fond, ce qui m'a amenée à m'impliquer dans le regroupement Bistro Brain, c'est mon baccalauréat et ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai fait la majorité de mes études à l'Université de Sherbrooke. Puis, lors de ma maîtrise, j'ai entendu parler de Bistro Brain. Donc, je les ai contactés et en est venue la suite de mon implication. Aussi, en ce moment, je m'implique dans l'Association générale des étudiants aux études graduées en sciences infirmières à McGill. On fait quelques événements scientifiques, mais majoritairement des événements plus axés sur les sciences infirmières. D'accord, merci. C'est vraiment toute une réponse. Puis je sens qu'on va Merci. pouvoir aller en profondeur un peu plus tard. Tu parles là, des sciences infirmières, IPSS, tu as un bac, tu as une maîtrise, tu fais un PhD. D'où est-ce que ça a commencé tout ça, cet intérêt-là pour les sciences infirmières et pour la recherche en général? Moi, dans le fond, vous avez trouvé ça bien cocasse et ludique. Quand j'ai commencé mon baccalauréat en sciences infirmières, j'avais quasiment 19 ans. Dans le fond, j'ai fait le DEC directement en sortant du secondaire. Après ça, j'ai fait mon baccalauréat qui, pour moi, durait 2 années. Donc, à la fin de mon baccalauréat, là, je me questionnais. Puis là, je me questionnais à savoir est-ce que je m'en vais sur le marché du travail tout de suite à quasiment 21 ans ou je continue l'école. Après avoir discuté avec certains professeurs, ça me tentait quand même de continuer l'école parce que j'aimais ça, je n'étais pas prête à aller travailler, je me trouvais jeune, etc. Justement, un de mes professeurs avec qui je m'étais bien entendue durant le baccalauréat m'a parlé de la maîtrise de type recherche, qui consistait à bâtir un projet de recherche dirigé par lui-même, le professeur en question. S'intéressait à une problématique spécifique en sciences infirmières, une problématique que j'avais soit vécue ou qui m'intéressait. Donc, après avoir mijoté, j'ai dit oui. Puis, justement, on a commencé un projet ensemble. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, développer des projets, regarder qu'est-ce qui se passe dans les milieux d'un autre angle, ce qui m'a amené à, après ça, poursuivre mon parcours au doctorat. Donc, c'était vraiment en lien avec... Je voulais continuer mes études. On m'avait proposé d'aller vers le volet recherche. Puis finalement, je trouvais que c'était une branche qui était super intéressante, un peu moins connue, mais sur laquelle j'ai vraiment trippé. Oui, c'est ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les sciences infirmières, c'est pas seulement soigner les gens, hein, on peut vraiment développer une philosophie derrière le soin, le care aussi, comme on dit en anglais. Ça peut peut-être être malin justement pour les auditeurs, là. On sait qu'on peut faire aussi une technique en sciences infirmières. Est-ce que tu pourrais guider un peu, éclaircir un peu les différents jalons des infirmières? Est-ce que c'est infirmière simple, auxiliaire, méga infirmière, super infirmière? On peut s'y perdre un peu? Oui, bonne idée. Dans le fond, pour les gens que ça les intéresse ou pour les gens qui connaissent des gens qui sont infirmières, on s'entend, il y en a beaucoup au Québec. Les sciences infirmières, ça part à la base soit au niveau collégial. Donc, en ce moment, avec les nouveautés et le développement de la profession, on a 2 chemins. On les appelle le chemin initial, les filles ou les garçons qui sont infirmières vont sûrement se reconnaître, et le chemin intégré. Le chemin initial, on parle ici des étudiants et étudiantes qui vont faire des DEC en sciences naturelles, donc le préuniversitaire au collégial, au cégep, et ensuite vont aller s'inscrire à un baccalauréat de 3 ans, le baccalauréat en sciences infirmières dans les différentes universités québécoises. À la suite du parcours au cégep et du parcours au baccalauréat, il y a un examen professionnel et on obtient notre licence d'infirmière clinicienne, qui nous permet de pratiquer dans les différents milieux, CLSC, soins hospitaliers, santé mentale, etc.
Le deuxième parcours, le parcours intégré. Ici, on parle d'une technique de 3 ans. Donc, on fait une technique, un DEC plus pratique, un DEC professionnel. Ce que j'ai fait moi. Durant ces 3 années-là, vraiment, on apprend vraiment en lien avec les sciences infirmières, les soins infirmiers directement. À la suite des 3 années, on fait l'examen professionnel, le même que les étudiants qui ont fait le profil initial font. On obtient notre titre d'infirmière. Ça permet de travailler aussi dans différents milieux. Après, il y a la possibilité d'aller chercher un baccalauréat qui est optionnel. Donc, ici, on parle d'étudiants qui ont déjà leur licence et ensuite vont chercher le baccalauréat pour avoir leur statut d'infirmière clinicienne qui permet de travailler dans différents endroits, faire différentes activités. Donc, ici, on va voir les 2 parcours standards en sciences infirmières. Soit qu'on va chercher un sciences naturelles et un baccalauréat, soit on va chercher une technique, on obtient son titre d'infirmière avec possibilité de baccalauréat. Ensuite, si des gens diraient « Ah ben, moi, j'en veux encore, je veux continuer », il y a possibilité d'aller aux études graduées. Aux études graduées, il y a différents parcours qui s'offrent devant nous. J'en nomme 2 classiques, par exemple, mon parcours à moi, le de type recherche. Donc ici, ce qu'on dit, c'est qu'on a notre licence d'infirmière, puis maintenant, on s'en va développer un projet de recherche en lien avec un sujet qui nous intéresse. Ou l'autre option qui est en train de se développer beaucoup depuis quelques années et sur lequel mon propre projet se concentre, on peut décider d'aller faire une maîtrise qui s'appelle la maîtrise en infirmière praticienne spécialisée, qu'on entend souvent parler dans les médias, les super infirmières, les nouvelles infirmières avec des nouvelles activités réservées, les mini médecins de famille. Donc, il y a cette voie-là aussi qui est disponible pour les infirmières. Donc, je sortais vraiment les grandes lignes. Ouais, c'est ça. Je vois vraiment les embranchements dans mon esprit. Puis ben, là, il y a toi aussi qui fait justement un PhD, recherche, donc un doctorat de recherche en sciences infirmières. Tu parlais de ton sujet de recherche, dis-je. Peux-tu développer? Qu'est-ce qui te passionne à propos de ça? Oui, dans le fond, mon projet va être sur les IPS, donc les infirmières que je viens de vous parler, les super infirmières. Les infirmières, le rôle il commence à être développé au Québec. Ça fait quelques années et là, c'est vraiment en croissance exponentielle. Ici, c'est des infirmières qui vont avoir plus de responsabilités. Ils vont être capables de faire des activités que les infirmières cliniciennes et infirmières certifiées ne peuvent pas faire. Je donne un exemple flagrant, diagnostiquer. Prescrire des médicaments. Donc, c'est vraiment ici, on est en train de concevoir un nouveau rôle. Comment cet intérêt-là il est né pour moi? Il est né à partir de mon projet de maîtrise. Donc, mon projet de maîtrise, donc là, je recule dans le temps. Quand j'ai fait ma maîtrise de type recherche, on m'avait demandé faudrait qu'on trouve un projet, quelque chose qui t'intéresse. Moi et mon directeur, on a discuté. Puis, qu'est-ce qu'il m'avait proposé? C'est de regarder le baccalauréat et l'expérience. Comme je disais tantôt, le baccalauréat n'est pas obligatoire pour toutes les infirmières. Donc, vous allez être, demain, vous faites hospitaliser, vous cassez une jambe, une infirmière s'occupe de vous. Ben, vous allez peut-être avoir une infirmière qui a un bac, peut-être une infirmière qui n'a pas de bac. Donc, ici, on voit, les infirmières, ils ont des diplômes hétérogènes, des différents niveaux de formation. Donc là, je me suis intéressée, est-ce que les infirmières qui ont un baccalauréat, ça fait vraiment une différence quand ils soignent les patients? Après ça, après que ma maîtrise était finie, là, je me suis dit, maintenant que j'ai regardé le baccalauréat, les infirmières qui ont des études graduées, donc des maîtrises, des doctorats, est-ce que ça aussi, ça fait une différence au final au niveau clinique, donc l'impact chez les patients, les soins qu'on donne aux patients? D'où m'est venue l'idée de parler des infirmières praticiennes spécialisées, étant donné qu'en ce moment, c'est vraiment le rôle qui est le plus étendu au Québec, associé aux études graduées. Merci. Réponse toujours autant complète. Rapidement, pourrais-tu me décrire là, peut-être un mythe? Là, on démêle pas mal tout ce qu'il y a par rapport à les sciences infirmières. Y aurait-il un mythe que tu aimerais déconstruire souvent qu'on se méprend à propos des infirmières praticiennes spécialisées? Bonne question. Si ça va, on dirait, pour les infirmières praticiennes spécialisées, je sais pas ce que tu en penses ou ce que l'auditeur en pense, on dirait le rôle est tellement nouveau que, étant donné qu'il est encore lui-même en développement, on dirait les mythes puis ce qui l'entoure, c'est encore en développement. Mais si ça va, je dirais un mythe en sciences infirmières serait justement le doctorat lui-même. On s'entend, les sciences infirmières, puis les infirmières aussi qui pratiquent, même moi-même, dans ma propre pratique, c'est
une discipline qui est très clinique, qui est très au niveau du patient. On pense aux infirmières, on pense à des infirmières qui donnent des soins, on pense à des infirmières qui donnent des médicaments, qui prennent des signes vitaux. Même vous, les infirmières que vous connaissez, ils doivent travailler dans les urgences, dans les soins intensifs, dans les unités post-opératoires. Donc, des infirmières qui font d'autres activités, donc des activités de recherche, des activités d'enseignement, bien, ça existe, mais c'est moins présent. Donc, le doctorat en sciences infirmières, c'est sûr que des fois, on se demande, ah, ça existe, qu'est-ce que ça fait? Donc, si je pense le mythe que je pourrais souligner, c'est le doctorat en sciences infirmières, ça existe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont inscrits, évidemment. Et le but, au final, c'est vraiment de générer des projets pour améliorer la pratique, soutenir les infirmières, soutenir les patients, donner des soins qui sont basés sur des données probantes et des travaux scientifiques. Merci, C'est ça. c'est une excellente nuance que tu apportes à la vision de qu'est-ce que ça peut être infirmière. Justement, tu sais, de faire un doctorat, tu sais, dans les faits, ces personnes-là vont devenir des docteurs en sciences infirmières, donc c'est un peu contre-intuitif pour la part des gens. En continuant, y a-t-il pour toi quelque chose qu'on pourrait changer dans la manière dont l'espace dans la société est occupé par la vulgarisation scientifique? Autrement dit, quelle place pour toi devrait avoir la vulgarisation scientifique? Je pense que c'est assez important. Je trouve que depuis plusieurs années, la science prenait une place dans la société, mais depuis, si je peux me prononcer sur la pandémie COVID, aussi avec des écrits que j'ai lus, on se rend compte que les informations basées sur les données probantes sont de plus en plus importantes, surtout considérant la pandémie, que ça va vite, ça a beaucoup d'impact sur les populations et sur les familles. Donc, de plus en plus, on se rend compte les décisions de la vie de tous les jours, c'est important que ça soit basé vraiment sur des travaux scientifiques qui ont été faits, donc une démarche rigoureuse en plusieurs étapes, etc. Maintenant, ici, comment on amène ces informations-là au public, c'est certainement pas, selon moi, en seulement le diffuser avec des termes scientifiques, mais en l'adaptant à nos populations, d'où l'importance de la vulgarisation scientifique. Mais comme je dirais, moi, je trouve que ces temps-ci, surtout avec la pandémie, on voit de plus en plus d'informations disponibles, autant sur les médias sociaux, sur les articles qu'on peut lire, mais vraiment qui ont été générés à partir d'études scientifiques. Donc, je pense que c'est quelque chose à encore améliorer, mais on est sur la bonne voie. Oui, trouver les bons médiums, les bons moyens de communication aussi. Là. On s'entend que c'est pas tous et toutes qui sont prêts et prêtes à écouter des communiqués, des conférences de presse et lire des communiqués de presse. Donc, c'était toutes les questions que j'avais pour toi aujourd'hui, Liane. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous partager avant qu'on clôt ce premier épisode de La tête à Papineau? Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à l'entrevue. C'était bien intéressant et bonne continuité. Merci, on se recroise bientôt. Donc, Je pense qu'on peut en profiter pour faire aussi dire un grand merci à toutes les infirmières qui travaillent actuellement justement en lien avec la pandémie. Ah, très bien, très bon ajout. Merci, Julie. Tout à fait, on leur lève le chapeau. Donc, je laisse la parole à Charlie pour... Oui, un gros merci pour cette interview super intéressante. Je pense qu'on en apprend un petit peu plus sur les différents métiers d'infirmière, en fait, parce qu'on regroupe un peu tout dans le même bateau, mais au final, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de catégories différentes d'infirmières et pas mal de métiers différents qui sont liés à ça. Un gros merci à vous trois, à Liane d'être venue et d'être notre invitée ce soir, à Alexis puis Julie pour ces présentations. De notre côté, on vous invite malheureusement pas à notre prochain 5 à 7, puisque comme vous savez, à cause de la pandémie, pour l'instant, nos activités sont un petit peu à l'arrêt, mais on va quand même vous inviter au prochain podcast qui devrait être publié le mois prochain normalement. Et bien évidemment, on vous invite à suivre notre page Facebook Bistro Brain. On a également un site internet si vous voulez un petit peu d'informations sur nous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut!